Le meilleur des mondes, partie 4, chapitre 8. Dehors, parmi la poussière et les immondices, il y avait à présent 4 chiens, Bernard et John faisaient lentement les 100 pas. « Si difficile pour moi de me rendre compte, » disait Bernard, « de tout reconstruire, comme si nous vivions sur des planètes différentes, dans des siècles différents. Une mer et toute cette saleté, et puis des dieux, la vieillesse et la maladie. » Il hocha la tête. « C'est à peu près inconcevable. Je n'arriverai jamais à comprendre, à moins que vous ne m'expliquiez. » « Que j'explique quoi ?»« Ceci. » Il désigna le pueblo. « Cela. » Et cette fois, c'était la petite maison au dehors du village. « Tout. Toute votre vie. » « Mais qu'y a-t-il à dire ? » « À partir du commencement. Depuis l'époque la plus lointaine dont vous puissiez vous souvenir. » Il y eut un long silence. Il faisait très chaud. Ils avaient mangé beaucoup de tortillas et de blé sucré. Linda lui dit « Viens te coucher, bébé. » Ils se couchèrent ensemble dans le grand lit. « Chante !» Et Linda chanta. Elle chanta « Sur mon streptocoque, volé à Banbury Tea. » Et « Bon voyage, petit bébé. Bientôt tu seras décanté. » Sa voix se fit de plus en plus faible. Il y eut un grand bruit, et il se réveilla en sursaut. Un homme était debout à côté du lit, énorme, effrayant. Il disait quelque chose à Linda, et Linda riait. Elle avait remonté la couverture jusqu'à son menton, mais l'homme la rabattit. Il avait des cheveux qui ressemblaient à 2 cordes noires, et autour de son bras, il y avait un ravissant bracelet d'argent avec des pierres bleues. Il aimait bien le bracelet, mais il avait peur, néanmoins. Il cacha sa figure contre le corps de Linda. Linda posa la main sur lui, et il se sentit mieux, en sécurité. Employant cet autre parler qu'il ne comprenait pas si bien, elle dit à l'homme « Pas en présence de John, voyons. » L'homme la regarda, puis contempla de nouveau Linda et dit quelques mots d'une voix douce. Linda dit « Non », mais l'homme se pencha vers lui, sur le lit, et son visage était énorme, terrible. Les cordes noires de ses cheveux touchaient la couverture. « Non », répéta Linda, et il sentit sa main qui le pressait plus fort. « Non, non !» Mais l'homme le prit par un bras, et cela faisait mal. Il cria. L'homme allongea son autre main et le souleva. Linda le tenait toujours, et disait toujours « Non, non !» L'homme dit quelque chose de bref et de courroucé, et soudain les mains de Linda l'avaient lâché. « Linda ! Linda !» Il lança des coups de pied, se tortilla, mais l'homme l'emporta à travers la chambre, jusqu'à la porte, qu'il ouvrit, le posa par terre au milieu de l'autre pièce, fermant la porte derrière lui. Il se leva et courut à la porte. En se haussant sur la pointe des pieds, il pouvait tout juste atteindre le gros loquet de bois. Il le souleva et poussa, mais la porte ne voulut pas s'ouvrir. « Linda !» cria-t-il. Elle ne répondit pas. Il se souvenait d'une pièce immense, plutôt sombre, et il y avait de grandes machines en bois auxquelles étaient attachées des ficelles, et des tas de femmes debout alentour, tissant des couvertures, disait Linda. Linda lui dit de s'asseoir dans le coin, avec les autres enfants, pendant qu'elle allait aider les femmes. Il joua un long moment avec les petits garçons. Soudain, les gens se mirent à parler très fort, et voilà les femmes qui repoussaient Linda, et Linda pleurait. Elle alla à la porte, et il courut après elle. Il lui demanda pourquoi elles étaient en colère. « Parce que j'ai cassé quelque chose, » dit-elle. Et alors, elle se mit en colère, elle aussi. « Comment saurais-je m'y prendre pour leur sale tissage ?» dit-elle. « Sale sauvage !» Il lui demanda ce que c'était que des sauvages. Quand ils furent de retour à la maison, Poppée attendait à la porte, et il entra avec eux. Il avait une grosse gourde pleine d'une substance qui ressemblait à de l'eau. Seulement, ce n'était pas de l'eau, mais bien quelque chose qui sentait mauvais, vous brûlait la bouche et vous faisait tousser. Linda en but, et Poppée en but. Et alors, Linda rit beaucoup et parla très haut. Et ensuite, elle et Poppée allèrent dans l'autre pièce. Lorsque Poppée partit, il y entra. Linda était au lit, et si profondément endormie qu'il ne put pas la réveiller. Poppée venait souvent. Il disait que la substance qui était dans la gourde s'appelait mescal.
Mais Linda disait qu'elle devrait s'appeler Soma. Seulement, elle vous rendait malade après coup. Il détestait Poppy. Il les détestait tous les hommes qui venaient voir Linda. Un après-midi, qu'il avait joué avec les autres enfants, il faisait froid, il s'en souvenait, et il y avait de la neige sur les montagnes. Il rentra à la maison et entendit des voix irritées dans la chambre à coucher. C'étaient des voix de femmes, et elles disaient des mots qu'il ne comprenait pas, mais il savait que c'étaient des mots abominables. Puis soudain, flac, il y eut quelque chose de renversé. Il entendit des gens aller et venir rapidement, et il y eut un nouveau flac, et puis un bruit semblable à celui qu'on fait quand on frappe un mulet, mais pas aussi sec. Puis Linda hurla. « Oh non, non, non !» dit-elle. Elle se précipita dans la chambre en courant. Il y avait 3 femmes vêtues de couvertures sombres. Linda était sur le lit. L'une des femmes lui tenait les poignets. Une autre était couchée en travers de ses jambes, de façon qu'elle ne put pas donner de coup de pied. La 3e la frappait d'un fouet. 1, 2, 3 fois, et à chaque fois, Linda hurlait. Pleurant, il tira sur la frange de la couverture de la femme. « Je vous en prie, je vous en prie !» De sa main libre, elle le maintint à distance. Le fouet s'abattit, et de nouveau Linda hurla. Il agrippa dans les siennes l'énorme main basanée de la femme, et la mordit de toutes ses forces. Elle poussa un cri, libéra sa main d'une secousse, et le poussa avec une telle violence qu'il tomba. Pendant qu'il était couché à terre, elle le frappa 3 fois du fouet. Cela lui fit plus mal que tout ce qu'il avait jamais ressenti, comme du feu. Le fouet siffla de nouveau, s'abattit. Mais cette fois, ce fut Linda qui cria. « Mais pourquoi elle voulait te faire mal, Linda ?» demanda-t-il ce soir-là. Il pleurait, parce que les marques rouges du fouet sur son dos le faisaient encore souffrir horriblement. Mais il pleurait aussi parce que les gens étaient si méchants et injustes, et parce qu'il n'était qu'un petit garçon et ne pouvait rien faire contre eux. Linda pleurait aussi. Elle était adulte, mais elle n'était pas assez grande pour lutter contre elles 3. Pour elle non plus, ce n'était pas juste. « Pourquoi qu'elle voulait te faire mal, Linda ?»« Je n'en sais rien. Comment le saurais-je ?» Il était difficile d'entendre ce qu'elle disait, parce qu'elle était couchée sur le ventre et que son visage était enfoui dans l'oreiller. « Elles disent que ces hommes sont leurs hommes, » reprit-elle. Et ce n'est pas du tout à lui qu'elle paraissait parler. Elle semblait parler à quelqu'un qui aurait été à l'intérieur d'elle-même. Un long discours auquel il ne comprit rien. Et en fin de compte, elle se mit à pleurer plus fort que jamais. « Oh, ne pleure pas, Linda, ne pleure pas !» Il se serra contre elle. Il lui passa le bras autour du cou. Linda poussa un cri. « Ah, fais attention, mon épaule, oh !» Et elle le repoussa brutalement. Sa tête cogna contre le mur. « Petite imbécile !» cria-t-elle. Et puis soudain, elle se mit à lui donner des claques. « Pan, pan !»« Linda !» s'écria-t-il. « Oh, maman, ne fais pas ça !»« Je ne suis pas ta mère. Je ne veux pas être ta mère. »« Mais, Linda !» Oh, elle lui donna une gifle sur la joue. « Transformée en sauvage !» vociféra-t-elle. « Avoir des petits, comme un animal. Si tu n'avais pas été là, toi, j'aurais pu aller voir l'inspecteur. J'aurais pu partir. Mais pas avec un bébé. Ça aurait été trop honteux. » Il vit qu'elle allait le frapper de nouveau et leva le bras pour se protéger la figure. « Oh non, Linda, non, je t'en prie. Petit animal !» Elle lui rabattit le bras, lui découvrant le visage. « Non, Linda !» Il ferma les yeux, s'attendant au coup. Mais elle ne le frappa point. Au bout d'un petit instant, il rouvrit les yeux et vit qu'elle le regardait. Il essaya de lui sourire. Tout à coup, elle l'entoura de ses bras et le couvrit de baisers. Linda demeurait parfois plusieurs jours sans même se lever. Elle restait au lit, prise de tristesse. Ou bien elle buvait le liquide qu'apportait Poppy, riait énormément et s'endormait. Quelquefois, elle avait mal au cœur. Souvent, elle oubliait de se lever, et il n'y avait rien à manger, que des tortillas froides. Il se souvenait de la première fois qu'elle avait trouvé ces petites bestioles dans ses cheveux, comme elle avait poussé des cris et des cris. Les moments les plus heureux, c'est lorsqu'elle lui parlait de là-bas. « Et on peut réellement se promener en volant, quand on en a envie ?»« Quand on en a envie. » Et elle lui parlait de la jolie musique qui sortait d'une boîte, de tous les jeux charmants auxquels on pouvait jouer,
des choses délicieuses à manger et à boire, de la lumière qui apparaissait quand on appuyait sur un petit machin dans le mur, des images qu'il était possible d'entendre, de sentir et de toucher tout en les voyant, d'une autre boîte à faire de bonnes odeurs, des maisons roses, vertes, bleues, argentées, hautes comme des montagnes. Elle lui contait comme tout le monde était heureux, sans que jamais personne fût triste ou en colère, comme chacun appartenait à tous les autres. Elle lui parlait des boîtes où l'on pouvait voir et entendre ce qui se passait de l'autre côté du monde, des bébés dans de jolis flacons bien propres. Tout était si propre, pas de mauvaises odeurs, pas la moindre saleté. Elle lui contait que les gens ne se sentaient jamais seuls, mais vivaient ensemble, joyeux et heureux, comme pendant les danses d'été ici à Malpais. Mais beaucoup plus heureux, avec le bonheur en permanence, chaque jour, chaque jour. Il écoutait pendant des heures d'affilée. Et parfois, quand les autres enfants et lui étaient fatigués d'avoir trop joué, l'un des vieillards du Pueblo leur parlait, avec ses autres mots différents, du grand transformateur du monde et de la longue lutte entre la main droite et la main gauche, entre la mouille et la sécheresse. Dawo na Wilona, qui fit un brouillard épais en pensant une nuit, et de ce brouillard créa ensuite le monde, de notre mère la terre et de notre père le ciel. Da Ayuta et Marsa et Lema, les jumeaux de la guerre et du hasard, de Jésus et de Pukong, de Marie et d'Etsanatli, la femme qui redevient jeune, de la pierre noire à Laguna et du grand aigle, et de Notre-Dame d'Acoma. Histoires étranges, d'autant plus merveilleuses pour lui qu'elles étaient contées au moyen de ces autres mots et, partant, moins complètement comprises. Étendu dans son lit, il songeait au ciel et à Londres, à Notre-Dame d'Acoma et aux rangées sur rangées de bébés dans de jolis flacons propres, à Jésus s'envolant, à Linda prenant son vol, et au grand directeur des centres mondiaux d'incubation, et à Awona Wilona. Beaucoup d'hommes venaient voir Linda. Les gamins commençaient à la montrer du doigt, employant ces autres mots étranges. Ils disaient que Linda était mauvaise. Ils la traitaient de noms qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'ils savaient être de vilains noms. Un jour, ils chantèrent une chanson sur elle, plusieurs fois de suite. Il leur lança des pierres. Ils ripostèrent. Une pierre pointue lui entailla la joue. Le sang ne voulait pas s'arrêter de couler. Il fut tout couvert de sang. Linda lui apprit à lire. Avec un bout de charbon de bois, elle dessinait des images sur le mur, un animal assis, un bébé dans un flacon, puis elle écrivait des lettres. Le chat est là, Coco est dans le pot. Il apprenait vite et avec facilité. Quand il sut lire tous les mots qu'elle écrivait sur le mur, Linda ouvrit sa grande malle en bois et tira dessous ce drôle de petit pantalon rouge qu'elle ne portait jamais un petit livre mince. Il l'avait souvent vu, déjà. « Quand tu seras plus grand, avait-elle dit, tu pourras le lire. » Or, à présent, il était assez grand. Il en éprouva de la fierté. « J'ai peur que tu ne trouves pas ça très palpitant, dit-elle. Mais c'est tout ce que j'ai. » Elle soupira. « Si seulement tu pouvais voir les belles machines à lire que nous avions à Londres. » Il se mit à lire. Le conditionnement chimique et bactériologique de l'embryon. Instructions pratiques pour les travailleurs bêta des dépôts d'embryons. Il lui fallut près d'un quart d'heure, rien que pour lire le titre. Il jeta le livre par terre. « Sale livre ! Sale livre !» dit-il. Et il se mit à pleurer. Les gamins chantaient toujours leur horrible chanson sur Linda. Quelquefois aussi, ils se moquaient de lui à cause de ses vêtements en loques. Quand il déchirait ses habits, Linda ne savait pas les raccommoder. « Là-bas, lui disait-elle, on jetait ses vêtements troués, et on en achetait de neufs. »« Locke, Locke !» lui criaient les gamins. « Mais moi, je sais lire, se disait-il, et eux ne savent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est que de lire. » Il était assez facile, s'il concentrait suffisamment sa pensée sur cette question de lecture, de feindre que cela lui était égal quand il se moquait de lui. Il demanda à Linda de lui rendre le livre. Plus les garçons le montraient du doigt et chantaient, plus il s'appliquait à lire. Bientôt il fut en état de lire parfaitement bien tous les mots, même les plus longs. Mais que signifiait-il ? Il interrogea Linda, mais même lorsqu'elle était capable de répondre,
cela ne paraissait pas rendre les choses bien claires. Et généralement, elle était absolument incapable de répondre. « Qu'est-ce que c'est que les produits chimiques ?» demandait-il. « Oh, des choses comme des sels de magnésium et l'alcool pour maintenir petits et arriérer les deltas et les epsilon, et le carbonate de calcium pour les os, et toutes les choses de ce genre. » « Mais comment qu'on les fabrique, les produits chimiques, Linda ? » « D'où qu'ils viennent ? » ?»« Ça, je n'en sais rien. On les prend dans des flacons, et quand les flacons sont vides, on en envoie chercher d'autres là-haut, au dépôt pharmaceutique. » « Ce sont les gens du dépôt pharmaceutique qui les fabriquent, je suppose. Ou bien ils les envoient chercher à l'usine. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait de la chimie. Mon travail, ça a toujours été de m'occuper des embryons. » Il en était de même de toutes les autres choses sur lesquelles il l'interrogeait. Linda ne semblait jamais rien savoir. Le vieillard du Pueblo avait des réponses bien plus précises. La semence de l'homme et de toute créature, la semence du soleil et la semence de la terre et la semence du ciel, c'est Awona Willona qui les a créées, toutes à partir du brouillard de l'accroissement. Or, le monde a 4 matrices, et il déposa les semences dans la plus basse des 4. Et graduellement les semences se mirent à pousser. Un jour, John calcula plus tard que ce devait être peu de temps après son 12e anniversaire, il rentra à la maison et trouva par terre, dans la chambre à coucher, un livre qu'il n'avait encore jamais vu. C'était un gros livre qui paraissait fort ancien. La reliure avait été mangée aux souris, quelques-unes des pages étaient détachées et froissées. Il le ramassa, regarda la page de titre. Le livre était intitulé « Œuvre complète de William Shakespeare ». Linda était étendue sur le lit, buvant à petites gorgées, dans une tasse, cet affreux et puant mescal. « C'est Poppée qui l'a apporté, » dit-elle. Sa voix était épaisse et rauque, comme la voix de quelqu'un d'autre. Il était dans l'un des coffres de la Kiva des Antilopes. Kiva des Antilopes, les Indiens unis se divisent en plusieurs sectes, ou Kiva, dont chacune prend le nom d'un animal, protecteur, et possède un lieu de réunion constitué par une chambre souterraine, appelée également Kiva, note du traducteur. On suppose qu'il y est depuis des centaines d'années. Ça doit être vrai, parce que je l'ai regardé et il m'a paru être tout plein de bêtises. D'avant la civilisation. Enfin, il sera toujours assez bon pour te permettre de t'exercer à lire. Elle avala une dernière gorgée, posa la tasse par terre à côté du lit, se retourna sur le côté, eut un hoquet ou deux et s'endormit. Il ouvrit le livre au hasard. Ah non, mais vivre, dans la sueur puante d'un lit souillé, à mijoter dans la corruption, à se dire et se faire des caresses au-dessus de la bouche infecte. Les mots étranges lui roulèrent à travers l'esprit, y grondant comme un tonnerre parlant, comme les tambours des danses d'été, si les tambours avaient pu parler, comme les hommes chantant la chanson du blé, belle, belle, à vous faire pleurer, comme le vieux Mitsima prononçant des formules magiques sur ses plumes, ses bâtons taillés et ses bouts de pierre et d'os. Kiatla, Tsilu, Siloqui, 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 Kiei, Silu, Silu, Tsil. Mais mieux que les formules magiques de Mitsima, parce qu'ils étaient plus chargés de sens, parce que c'est à lui qu'il s'adressait, qu'il parlait d'une façon merveilleuse et seulement à demi compréhensible, en formules terribles et splendides, de Linda couchée là et ronflant, la tasse vide par terre à côté du lit, de Linda et de Poppée, de Linda et de Poppée. Il détestait de plus en plus Poppée. Un homme peut prodiguer des sourires et n'être qu'un scélérat, traître, débauché, scélérat sans remords et sans bonté. Que signifiaient au juste ces mots ? Il ne le savait qu'à moitié, mais leur magie était puissante et continuait à gronder dans sa tête, et ce fut, sans qu'il sût comment, comme s'il n'avait pas réellement détesté Poppée auparavant, comme s'il ne l'avait jamais véritablement détesté, parce qu'il n'avait jamais pu dire à quel point il le détestait. Mais maintenant, il possédait ces mots-là, ces mots qui étaient semblables à des tambours, à des chants et à des formules magiques. Ces mots et l'histoire étrange d'où ils étaient tirés. Elle n'avait, pour lui, ni queue ni tête, mais elle était merveilleuse, néanmoins merveilleuse. Ils lui donnaient un motif pour détester Poppée, et ils rendirent sa haine plus réelle. Ils rendirent Poppée lui-même plus réel. Un jour,
Alors qu'il rentrait après avoir joué, la porte de la chambre du fond était ouverte, et il les vit, tous deux, couchés sur le lit, endormis. Linda toute blanche et Poppée presque noire, à côté d'elle, un bras passé sous ses épaules et l'autre main basanée reposant sur sa poitrine. Et l'une des tresses des longs cheveux de l'homme en travers de la gorge de Linda, comme un serpent noir essayant de l'étrangler. La gourde de Poppée ainsi qu'une tasse étaient posées par terre près du lit. Linda ronflait. Il lui sembla que son cœur avait disparu, laissant un trou. Il était vide. Il éprouva une sensation de vide, de froid, de nausée, un peu, de vertige. Il s'appuya au mur pour s'affermir sur ses jambes. Traître, débauché, sans remords. Semblable au tambour, semblable aux hommes chantant l'incantation du blé, semblable à des formules magiques, les mots se répétaient et se répétaient dans sa tête. Après la sensation de froid, il eut soudain très chaud. Il avait les joues en feu sous l'afflux du sang. La chambre tournoyait et s'assombrissait devant ses yeux. Il grinça des dents. « Je le tuerai, je le tuerai, je le tuerai !» disait-il sans fin. Et brusquement, il y eut d'autres mots encore. Quand il dormira, ivre-mort, ou dans sa rage, ou dans le plaisir incestueux de son lit, when he is drunk, asleep, or in his rage, or in the incestuous pleasure of his bed. Hamlet 2, 3. Les formules magiques étaient de son côté. La magie expliquait et donnait des ordres. Il sortit et revint dans la première pièce. Quand il dormira, ivre-mort, mort. Le couteau à viande gisait par terre près du foyer. Il le ramassa et retourna à la porte sur la pointe des pieds. Quand il dormira, ivre-mort, ivre-mort. Il traversa la chambre en courant et frappa. Ah, le sang! Frappa de nouveau, tandis que Poppée se libérait d'une secousse de l'étreinte du sommeil, leva la main pour frapper encore, mais sentit son poignet agrippé, tenu et, oh, oh, tordu. Il ne pouvait plus bouger. Il était pris dans un piège. Et voilà que les petits yeux noirs de Poppée, tout proches, plongeaient leur regard dans les siens. Il se détourna. Il y avait 2 entailles sur l'épaule gauche de Poppée. « Oh, voyez le sang !» criait Linda. « Voyez le sang !» Elle n'avait jamais pu supporter la vue du sang. Poppée leva son autre main pour le frapper, pensait-il. Il se raidit pour recevoir le coup, mais la main se contenta de la prendre sous le menton et de lui tourner le visage, de façon qu'il fut obligé de croiser de nouveau le regard de Poppée. Cela dura longtemps, des heures et des heures. Et tout à coup, il ne put s'en empêcher. Il se mit à pleurer. Poppée éclata de rire. « Va, dit-il, employant les autres mots, les Indiens. Va, mon brave, aïe aïe, Utah. » Il sortit en courant dans l'autre pièce pour cacher ses larmes. « Tu as 15 ans, dit le vieux Metsima, en parler indien. À présent, je puis t'apprendre à travailler l'argile. » Accroupis au bord de la rivière, ils travaillèrent ensemble. « Tout d'abord, dit Metsima, prenant entre ses mains une motte d'argile humectée, nous faisons une petite lune. » Le vieillard pressa la motte pour lui donner la forme d'un disque, puis recourba les bords. La lune devint un bol creux. Lentement et maladroitement, il imita les gestes délicats du vieillard. Une lune, un bol. Et maintenant, un serpent. Metsima roula un autre morceau d'argile, pour en faire un long cylindre flexible. Le recourba en cercle et l'appuya sur le bord du bol. Puis encore un serpent. Encore un. Rondelle sur rondelle, Metsima façonna les flancs du pot. Il était étroit, puis il se bomba et redevint étroit vers le col. Metsima pressa, tapota, caressa et racla. Et voilà que l'objet se dressa enfin, pot à eau familier de Malpaïs, quant à la forme, mais d'un blanc crémeux au lieu d'être noir, et encore mou au toucher. Parodie bancale de celui de Metsima, le sien se dressait à côté. Regardant les 2 pots, il fut obligé de rire. « Mais le prochain sera mieux, dit-il. » Et il se mit à humecter un autre morceau d'argile. Façonner, donner une forme, sentir ses doigts acquérir plus d'adresse et de puissance, cela lui procurait un plaisir extraordinaire. A, B, C, vitamine D, se chantait-il à lui-même tout en travaillant.
l'huile est au foie, la morue à nager. Et Mitsima chantait aussi, une chanson sur la mise à mort d'un ours. Ils travaillèrent toute la journée, et tout au long de la journée, il fut plein d'un bonheur intense, absorbant. « Cet hiver, dit le vieux Mitsima, je t'apprendrai à façonner l'arc. » Il resta longtemps debout devant la maison, et enfin les cérémonies qui se déroulaient à l'intérieur furent terminées. Ils sortirent. Cottelu venait en tête. Il tenait le bras droit tordu, et la main bien serrée, comme pour garder quelques joyaux précieux. Sa main serrée tendue de même, Kiakime, elle, venait derrière lui. Ils marchaient en silence, et c'est en silence derrière eux que venaient les frères et sœurs et cousins et toute la bande des vieux. Ils sortirent du pueblo, traversèrent la mesa. Au bord de la falaise, ils s'arrêtèrent, face au jeune soleil levant. Cottelu ouvrit la main. Une pincée de farine de froment s'étalait sur sa paume. Il y dirigea son souffle, murmura quelques paroles, puis la lança, poignée de poussière blanche, vers le soleil. Kiakime fit de même. Alors, le père de Kiakime s'avança et, brandissant un bâton à prière garni de plumes, fit une longue oraison et lança ensuite le bâton derrière la farine. « C'est fini, dit le vieux Mitsima d'une voix forte. Ils sont mariés. » « Eh bien, dit Linda, tandis qu'il s'éloignait, tout ce que je puis dire, c'est qu'ils semblent faire bien des manières pour fort peu de choses. Dans les pays civilisés, quand un garçon a envie d'une fille, il se contente de « Mais où vas-tu donc, John ?» Il ne prêta aucune attention à ses appels, mais s'enfuit en courant, au loin, n'importe où, pour être seul. C'était fini. Les paroles du vieux Mitsima se répétèrent dans son esprit. Fini. Fini. En silence et de fort loin, mais violemment, désespérément, sans le moindre espoir. Il avait aimé Kiakime. Et maintenant, c'était fini. Il avait 16 ans. À la pleine lune, dans la kiva des antilopes, des secrets allaient être dits, des secrets allaient être accomplis et endurés. Ils allaient descendre dans la kiva, gamins, et en ressortir hommes. Les gamins avaient tous peur et étaient en même temps impatients. Et enfin, le jour était venu. Le soleil se coucha, la lune se leva. Il alla avec les autres. Des hommes se tenaient debout, sombres, à l'entrée de la kiva. L'échelle s'enfonçait dans les profondeurs éclairées de rouge. Déjà, les gamins de tête avaient commencé à descendre. Soudain, l'un des hommes s'avança, l'agrippa par le bras et le tira hors des rangs. Il s'échappa et se reglissa à sa place parmi les autres. Cette fois, l'homme le frappa, lui tira les cheveux. « Pas pour toi, cheveux blancs !»« Pas pour le fils de la chienne !» dit l'un des autres hommes. Les gamins rirent. « Va-t'en !» Et comme ils s'attardaient au bord du groupe, « Va-t'en !» crièrent de nouveau les hommes. L'un d'eux se baissa, prit une pierre, la lança. « Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en !» Il y eut une grêle de pierres. Saignant, il s'enfuit dans la nuit. De la kiva éclairée de rouge venait un bruit de chant. Le dernier des gamins était arrivé en bas de l'échelle. Il était tout seul, en dehors du pueblo, sur la plaine nue de la mesa. Le rocher ressemblait à des ossements blanchis sous le clair de lune. En bas, dans la vallée, les coyotes aboyaient à la lune. Il souffrait encore de ses contusions, ses coupures saignaient encore. Mais ce n'est pas de douleur qu'il sanglotait, c'est parce qu'il était tout seul, parce qu'il avait été chassé, tout seul dans ce monde sépulcral de rochers et de clairs de lune. Au bord du précipice, il s'assit. La lune était derrière lui. Il plongea son regard dans l'ombre noire de la mesa, dans l'ombre noire de la mort. Il n'avait qu'un pas à faire, qu'un petit saut. Il étendit la main droite au clair de lune. De la coupure de son poignet, le sang jaillissait encore. À intervalles de quelques secondes, une goutte tombait, sombre, presque sans couleur, dans la lumière morte. Une goutte, une goutte, une goutte. Demain, et puis demain, et puis demain. Tomorrow and tomorrow
and tomorrow creeps in this petty pace from day to the last syllable of recorded time. Macbeth 5:5. Il avait découvert le temps, la mort et Dieu. Seul, toujours seul, disait le jeune homme. Ces paroles réveillèrent un écho plaintif dans l'esprit de Bernard. Seul, seul. Moi aussi, dit-il, dans une bouffée de confidence. Terriblement seul. Vous aussi ? John eut l'air étonné. Je croyais que là-bas, c'est-à-dire que Linda disait toujours que personne n'y était jamais seul. Bernard rougit, gêné. Il faut vous dire, fit-il, bredouillant et détournant les yeux, si l'on se trouve avoir été différent dès la décantation. Oui, voilà précisément. Le jeune homme approuva d'un signe de tête. Si l'on est différent, il est fatal qu'on soit seul. On est traité abominablement. Savez-vous bien qu'ils m'ont tenu à l'écart de tout, absolument ? Quand les autres gamins allaient passer la nuit dans les montagnes, vous savez bien, quand on doit voir en rêve ce qu'on a comme animal sacré, ils n'ont pas voulu me permettre d'aller avec les autres. Ils n'ont voulu me dire aucun des secrets. N'empêche que je l'ai fait tout seul, ajouta-t-il. Je suis resté sans manger pendant 5 jours, et alors, je suis allé tout seul, une nuit, dans les montagnes, par là. Il les désigna du doigt. Bernard eut un rire protecteur. « Et vous avez vu quelque chose, en rêve ?» demanda-t-il. L'autre fit un signe de tête affirmatif. « Mais il ne faut pas que je vous le dise. » Il se tut quelques instants, puis, à voix basse. « Un jour, reprit-il, j'ai fait une chose que les autres n'avaient jamais faite. Je suis resté debout contre un rocher au milieu de la journée, en été, les bras étendus, comme Jésus sur la croix. Mais pourquoi donc ? Je voulais savoir ce que c'est que d'être crucifié, suspendu là, en plein soleil. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mon Dieu, il hésitait. Parce que je sentais que je devais le faire. Si Jésus a pu le supporter, et puis, si l'on a fait quelque chose de mal. D'ailleurs, j'étais malheureux. C'était là une autre raison. Cela me paraît une drôle de manière de se guérir d'être malheureux, dit Bernard. Mais, à la réflexion, il fut d'avis que cela pouvait bien être sensé. Plus sensé que de prendre du soma. Je me suis évanoui au bout d'un certain temps, dit le jeune homme. Je suis tombé face contre terre. Voyez-vous la marque de l'endroit où je me suis coupé ? Il souleva de son front son épaisse chevelure jaune. La cicatrice était visible, pâle et ratatinée, sur sa tempe droite. Bernard y porta les yeux, puis, vivement, avec un petit frisson, les détourna. Son conditionnement l'avait rendu non pas tant prompte à s'apitoyer qu'à se trouver mal pour un rien. La simple allusion à la maladie ou aux blessures était, pour lui, chose non seulement épouvantable, mais proprement repoussante et plutôt dégoûtante, comme la saleté, la difformité ou la vieillesse. Il détourna vivement la conversation. « Je me demande s'il vous plairait de rentrer à Londres avec nous, » demanda-t-il, effectuant le premier mouvement dans une campagne dont il avait secrètement commencé à élaborer le plan stratégique dès l'instant où, dans la petite maison, il avait compris qui devait être le père de ce jeune sauvage. « Cela vous plairait-il » Le visage du jeune homme s'illumina. « Parlez-vous sérieusement ?»« Certainement, si je peux obtenir l'autorisation, s'entend. »« Et Linda aussi ?» C'est que... Il hésita, saisi d'un doute. Cette créature révoltante ? Non, c'était impossible, à moins que... Il vint soudain à l'idée de Bernard que le fait même qu'elle fût si révoltante pouvait constituer un atout formidable. « Mais certainement !» s'écria-t-il, compensant ses hésitations du début par un excès de cordialité bruyante. Le jeune homme fit une inspiration profonde. « Pensez que cela se réalise, ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Vous rappelez-vous ce que dit Miranda ?»« Qui est-ce, Miranda ?» Mais le jeune homme n'avait manifestement pas entendu la question. « Oh, merveille !» disait-il, et ses yeux étaient brillants, son visage était empourpré de lumière. « Comme il y a ici des êtres charmants, comme l'humanité est belle !» Sa rougeur s'accentua soudain, il songeait à Lénina,
à un ange vêtu de viscose vert bouteille éclatant de jeunesse et de crème de toilette, potelé, souriant avec bonté. Il eut un tremblement dans la voix. « Ô nouveau monde admirable !» commença-t-il. Puis il s'interrompit tout à coup, le sang avait quitté ses joues. Il était devenu blanc comme papier. « Êtes-vous marié avec elle ?» demanda-t-il. « Suis-je quoi ? Marié. Vous savez bien, pour toujours. On dit pour toujours dans le langage indien. Cela ne peut pas se défaire. » Ford, non. Bernard ne put s'empêcher de rire. John rit aussi, mais pour une autre raison. Il rit de joie franche. « Oh, monde admirable !» répéta-t-il. « Oh, nouveau monde admirable qui contient des gens pareils !»« Oh, wonder ! How many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! Oh, brave new world that has such people in it !» Tempest 5.1. « Oh, nouveau monde admirable !» répéta-t-il. « Oh, nouveau monde admirable qui contient des gens pareils ! Partons tout de suite !»« Vous avez parfois une façon de parler fort singulière, » dit Bernard, dévisageant le jeune homme avec un étonnement perplexe. « Et de toute façon, ne feriez-vous pas mieux d'attendre que vous l'ayez vu, ce monde nouveau ?» Chapitre 9. Lénina estimait avoir droit, après cette journée d'étrangeté et d'horreur, à un congé complet et absolu. Aussitôt qu'il fut rentré à l'hôtellerie, elle avala 6 comprimés d'1 demi-gramme de soma, s'étendit sur son lit, et au bout de 10 minutes, elle était embarquée pour une éternité lunaire. Il se passerait 18 heures au moins avant qu'elle fût de retour dans le temps. Bernard, cependant, resta couché, pensif, et les yeux grands ouverts dans la nuit. Ce n'est que bien après minuit qu'il s'endormit. Bien après minuit. Mais son insomnie n'avait pas été stérile. Il avait un plan. Ponctuellement, le lendemain matin, à 10 heures, l'Octavon, à l'uniforme vert, descendit de son hélicoptère. Bernard l'attendait parmi les agaves. « Miss Crown a pris du soma pour s'offrir un congé, » expliqua-t-il. « Elle ne pourra guère en revenir avant 5 heures. Cela nous laisse donc 7 heures. Il aurait le temps de voler jusqu'à Santa Fe, d'y traiter tout ce qu'il y avait à faire et d'être à Malpais bien avant qu'elle se réveillât. « Elle sera bien en sûreté ici toute seule ?»« Comme en hélicoptère, » lui assura l'Octavon. Ils montèrent dans l'appareil et se mirent en route immédiatement. À 10h34, ils atterrirent sur le toit du bureau de poste de Santa Fe. À 10h37, Bernard était en communication avec le bureau de l'administrateur mondial à Whitehall. À 10h39, il causait avec le 4e secrétaire particulier de sa Forderie. À 10h44, il répétait son histoire au premier secrétaire. Et à 10h47 et demie, ce fut la voix profonde et sonore de Mustapha Meunier, lui-même, qui lui résonna aux oreilles. « Je me suis permis de penser, » bredouilla Bernard, « que votre Forderie trouverait peut-être à cette question un intérêt scientifique suffisant. »« Oui, je lui trouve effectivement un intérêt scientifique suffisant, » dit la voix profonde. « Ramenez ces 2 individus avec vous à Londres. »« Votre Forderie n'ignore pas qu'il me faudra une autorisation spéciale. Les ordres nécessaires, dit Mustapha Meunier, sont envoyés en ce moment même au conservateur de la réserve. Vous voudrez bien vous rendre immédiatement au bureau du conservateur. Au revoir, monsieur Marx. » Il y eut le silence. Bernard raccrocha le récepteur et se dépêcha de remonter sur le toit. « Bureau du conservateur, » dit-il à l'Octavon en vert gamma. À 10h54, Bernard serrait la main du conservateur. « Je suis ravi, monsieur Marx, ravi. » Sa voix tonnante était empreinte de déférence. « Nous venons de recevoir des ordres spéciaux. »« Je sais, » dit Bernard, l'interrompant. « J'étais en conversation téléphonique avec sa Forderie il y a un instant. » Le ton d'ennui qu'il avait mis dans sa voix sous-entendait qu'il avait l'habitude de causer avec sa Forderie tous les jours de la semaine. Il se laissa tomber sur une chaise. « Si vous voulez bien faire le nécessaire le plus tôt possible. »« Le plus tôt possible, » répéta-t-il en accentuant. Il s'amusait royalement. À 11h03, il avait dans sa poche tous les papiers nécessaires. « À la prochaine !» dit-il d'un ton protecteur au conservateur qui l'avait accompagné jusqu'à la porte de l'ascenseur. « À la prochaine !» Il alla à pied jusqu'à l'hôtel, prit un bain, un vibromassage par le vide, se rasa à l'appareil électrolytique,
entendit par TSF les nouvelles de la matinée, s'offrit une demi-heure de télévision, dégusta à loisir son déjeuner et, à 2h30, s'envola avec l'octavon pour retourner à Malpéis. Le jeune homme était devant l'hôtellerie. « Bernard !» appela-t-il. « Bernard !» Il n'y eut pas de réponse. Sans bruit, chaussé de ses mocassins en peau de daim, il monta les marches en courant et essaya d'ouvrir la porte. La porte était fermée à clé. Ils étaient partis. Partis. C'était la chose la plus terrible qui lui fût jamais arrivée. Elle lui avait demandé de venir les voir, et voilà qu'ils étaient partis. Il s'assit sur les marches et pleura. Une demi-heure plus tard, il eut l'idée de regarder par la fenêtre. La première chose qu'il vit, ce fut une mallette verte, avec les initiales L.C. peintes sur le couvercle. La joie éclata en lui comme un feu qui s'embrase. Il ramassa une pierre. Le verre cassé tinta sur le sol. L'instant d'après, il était dans la pièce. Il ouvrit la mallette verte, et tout à coup, il se trouva respirer le parfum de Lénina, s'emplissant les poumons de son être essentiel. Il sentit son cœur qui battait éperdument. Un moment, il faillit s'évanouir. Puis, se penchant sur la précieuse boîte, il toucha, il souleva à la lumière, il examina. Les fermetures éclairs sur la culotte de rechange en velours de coton à la viscose que Lénina avait emportée lui furent d'abord une énigme, puis, l'ayant résolue, un ravissement. Zip, et encore zip, zip, et de nouveau zip. Il était enchanté. Les pantoufles vertes de la jeune femme étaient les choses les plus belles qu'il eût jamais vues. Et il déplia une combinaison culotte à fermeture éclair, rougit, et la remit vivement en place. Mais baisa un mouchoir à l'acétate parfumé et se passa un foulard autour du cou. Ouvrant une boîte, il répandit un nuage de poudre parfumée. Il en eut les mains blanches, comme s'il les avait trempées dans de la farine. Il se les essuya sur la poitrine, sur les épaules, sur les bras nus. Parfum délicieux. Il ferma les yeux. Il se frotta la joue contre son propre bras poudré. Contact d'une police contre son visage. Parfum de poussière musquée dans ses narines. Sa présence réelle. « Lénina !» chuchota-t-il. « Lénina !» Un bruit le fit sursauter, le fit se retourner avec un sentiment de culpabilité. Il enfouit bien vite le produit de son larcin dans la mallette et ferma le couvercle. Puis, il écouta de nouveau, regarda. Nul signe de vie, nul bruit. Et pourtant, il avait certainement entendu quelque chose qui ressemblait à un soupir, quelque chose qui ressemblait au grincement d'un parquet. Il se haussa sur la pointe des pieds pour aller à la porte et, l'ouvrant avec précaution, se trouva en face d'un large palier. Sur le côté opposé de ce palier était une autre porte, entr'ouverte. Il sortit, poussa, jeta un coup d'œil. Sur un lit bas, le drap rabattu en arrière, vêtu d'un pyjama d'une seule pièce à fermeture éclair, Lénina était étendue, dormant d'un sommeil profond, et si belle au milieu de ses boucles, si enfantinement touchante avec ses orteils roses et son visage grave et endormi, si confiante dans l'abandon de ses mains molles et de ses membres détendus, qu'il lui en vint les larmes aux yeux. Avec une infinité de précautions absolument superflues, car il eût fallu à tout le moins le fracas d'un coup de pistolet pour que Lénina revînt, avant le moment fixé du congé que lui avait donné le soma, il entra dans la pièce, il s'agenouilla à côté du lit, il contempla, il joignit les mains, ses lèvres remuèrent. « Ses yeux, murmura-t-il, ses yeux, ses cheveux, sa joue, sa démarche, sa voix. Tu les manies en ton discours. Oh, sa main que voilà, en comparaison de laquelle tous les blancs sont noirs, écrivant leurs propres reproches contre le doux toucher de laquelle le duvet du jeune cygne est rugueux. » Une mouche bourdonna autour d'elle. Il la chassa en agitant la main. Les mouches. Le souvenir lui en revint. Sur la merveille blanche qu'est la main de Juliette, chérie, peuvent saisir et dérober la grâce immortelle sur ses lèvres qui, même dans leur chaste pudeur de vestale, rougissent cependant comme si elles jugeaient coupables leur propre baiser. Très lentement,
du geste hésitant de quelqu'un qui se penche en avant pour caresser un oiseau timide et peut-être un peu dangereux, il avança la main. Elle reste là, tremblante, à 2 centimètres de ses doigts mollement pendants, tout près de les toucher. L'osait-il ? Osait-il profaner de sa main, la plus indigne qui fût, cette... Non, il n'osait pas. L'oiseau était trop dangereux. Sa main retomba en arrière. Comme elle était belle, combien belle! Il se prit alors soudain à songer qu'il lui suffirait de saisir la fermeture éclair qu'elle avait au cou et de tirer d'un seul coup, long, vigoureux. Il ferma les yeux. Il hocha rapidement la tête du geste d'un chien qui se secoue les oreilles au sortir de l'eau. Détestable pensée. Il eut honte de lui-même. Chaste pudeur de Vestale. Il y eut dans l'air un vrombissement. Encore une mouche essayant de dérober des grâces immortelles ? Une guêpe ? Il regarda, ne vit rien. Le vrombissement se fit de plus en plus fort, se localisa juste en dehors des fenêtres garnies de leurs volets. L'avion. Pris de panique, il se remit bien vite debout et courut dans l'autre pièce, franchit d'un bond la fenêtre ouverte, et se pressant le long du sentier, entre les hautes rangées d'agaves, arriva à temps pour recevoir Bernard Marx comme il descendait de l'hélicoptère. Chapitre 10. Les aiguilles de chacune des 4000 pendules électriques qui se trouvaient dans les 4000 pièces du centre de Bloomsbury marquaient 2h27. Cette ruche industrieuse, comme aimait à l'appeler le directeur, était en plein bourdonnement de travail. Chacun était occupé, tout était en mouvement ordonné. Sous les microscopes, leurs longues queues furieusement battantes, les spermatozoïdes se frayaient, la tête la première, une entrée dans les œufs. Et, fécondés, les œufs se dilataient, se segmentaient ou, s'ils étaient bokanovskifiés, bourgeonnaient et éclataient en populations entières d'embryons distincts. Partant de la salle de prédestination sociale, les escalators descendaient en grondant au sous-sol, et là, dans l'obscurité rouge, mijotant à la chaleur sur leurs matelas de péritoine et gorgés de pseudo-sang et d'hormones, les fœtus grandissaient, ou bien, empoisonnés, s'étiolaient à l'état rabougri d'epsilon. Avec un petit bourdonnement, un fracas léger, les porte-bouteilles mobiles parcouraient d'une allure imperceptible les semaines et tous les âges du passé en raccourci, jusqu'à l'endroit où, dans la salle de décantation, les bébés, frais et moulus de leurs flacons, lançaient un premier vagissement d'horreur et d'ahurissement. Les dynamos ronflaient à l'étage inférieur du sous-sol, les ascenseurs montaient et descendaient à toute vitesse. À chacun des 11 étages des pouponnières, c'était l'heure du repas. De 1800 biberons, 1800 bébés soigneusement étiquetés suçaient simultanément leurs demi-litres de sécrétions externes pasteurisées. Au-dessus d'eux, sur 10 étages successifs, consacrés au dortoir, les petits garçons et les petites filles, qui étaient encore d'âge à avoir besoin d'une sieste d'après-midi, étaient aussi occupés que tous les autres, bien qu'ils n'en sussent rien, écoutant inconsciemment des leçons hypnopédiques sur l'hygiène et la sociabilité, sur le sentiment des classes sociales et la vie amoureuse du mioche qui sait à peine marcher. Au-dessus d'eux encore, il y avait les salles de récréation où, le temps s'étant mis à la pluie, 900 enfants plus âgés s'amusaient à des jeux de construction et de modelage, aux zip-furets et à des jeux érotiques. Bzz, bzz. La ruche bourdonnait, activement, joyeusement. Le chant des jeunes filles penchées sur leur tube à essai montait avec allégresse. Les prédestinateurs sifflaient tout en travaillant, et dans la salle de décantation, quelle bonne blague on se disait au-dessus des flacons vides. Mais le visage du directeur, au moment où il pénétra dans la salle de fécondation avec Henry Foster, était grave, figé dans sa sévérité, comme s'il était taillé dans le bois. « Un exemple public, disait-il, dans cette salle, parce qu'elle contient plus de travailleurs des castes supérieures que tout autre de ce centre. Je lui ai dit de me retrouver ici à 2h30. »« Il fait très bien sa besogne, » dit Henry, s'interposant avec une générosité hypocrite. « Je le sais, mais c'est une raison pour être d'autant plus sévère. Son éminence intellectuelle entraîne avec elle des responsabilités morales. Plus les talents d'un homme sont grands, plus il a le pouvoir de fourvoyer les autres.
Mieux vaut le sacrifice d'un seul que la corruption d'une quantité de gens. Envisagez la question sans passion, monsieur Foster, et vous verrez qu'il n'est pas de crime aussi odieux que le manque d'orthodoxie dans la conduite. L'assassinat ne tue que l'individu. Et qu'est-ce que, après tout, qu'un individu ? D'un geste large, il indiqua les rangées de microscopes, les tubes à essai, les couveuses. Nous savons en faire un œuf avec la plus grande facilité, autant que nous en voulons. Le manque d'orthodoxie menace bien autre chose que la vie d'un simple individu. Il frappe la société même. Oui, la société même, répéta-t-il. Ah, mais le voici. Bernard était entré dans la salle et s'avançait vers eux parmi les rangées de fécondeurs. Une mince couche d'assurance prétentieuse cachait à peine sa nervosité. Le ton de voix dont il dit « Bonjour, monsieur le directeur » était absurdement fort, celui dont, rectifiant son erreur, il dit « Vous m'avez prié de venir vous parler ici », ridiculement doux, un petit cri de souris. « Oui, monsieur Marx », dit le directeur d'une voix de mauvais augure, « je vous ai effectivement prié de venir me trouver ici. Vous êtes rentré de congé hier soir, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Bernard. « Oui, » répéta le directeur, faisant traîner cette « i » avec ironie. Puis, haussant soudain la voix, « Mesdames, messieurs » tonitruya-t-il, « Mesdames, messieurs » Le chant des jeunes filles penchées sur leur tube à essai, le sifflotement préoccupé des opérateurs au microscope cessa subitement. Il y eut un silence profond. Tous se retournèrent. « Mesdames, messieurs » répéta de nouveau le directeur, « excusez-moi d'interrompre ainsi vos travaux. Un devoir pénible m'y contraint. La sécurité et la stabilité de la société sont en danger. Oui, mesdames, messieurs, en danger. Cet homme, il dirigea sur Bernard un doigt accusateur, cet homme qui est ici devant vous, cet Alpha Plus, à qui il a été donné tant de choses et de qui, en conséquence, on doit en attendre tant, cet homme, votre collègue, ou vaudrait-il mieux anticiper et dire votre ex-collègue, a grossièrement trahi la confiance dont il avait été investi. Par ses idées hérétiques sur le sport et le soma, par la scandaleuse irrégularité de sa vie sexuelle, par son refus d'obéir aux enseignements de notre Ford et de se conduire en dehors des heures de bureau comme un bébé en flacon, à ce point de son discours, le directeur fit un signe de T. Il s'est avéré être un ennemi de la société, un homme subversif, mesdames et messieurs, à l'égard de tout ordre et de toute stabilité, un conspirateur contre la civilisation elle-même. Pour ce motif, je me propose de le congédier ignominieusement du poste qu'il a occupé dans ce centre. Je me propose de demander immédiatement son transfert à un sous-centre de la catégorie la plus basse, et afin que son châtiment puisse servir au mieux les intérêts de la société, éloigner le plus possible de tout centre important de population. En Islande, il aura fort peu l'occasion de fourvoyer autrui par son exemple qui s'écarte du fordien. Le directeur se tut un instant, puis, croisant les bras, il se tourna d'un geste impressionnant vers Bernard. « Marx, dit-il, avez-vous à présenter quelques raisons pour que je ne mette pas à présent à exécution la sentence qui vient d'être prononcée contre vous ?»« Oui, » répondit Bernard, d'une voix très forte. Un peu décontenancé, mais toujours majestueusement. « Alors, veuillez la présenter, » dit le directeur. « Certainement. Mais elle est dans le couloir. Un instant. » Bernard courut rapidement à la porte et l'ouvrit toute grande. « Entrez, » ordonna-t-il. Et la raison entra et se présenta. Il y eut un halètement convulsif, un murmure d'étonnement et d'horreur. Une jeune fille poussa des cris. Monté sur une chaise afin de mieux voir, quelqu'un renversa 2 tubes à essai pleins de spermatozoïdes. Bouffi, affaissé et, parmi ces corps juvéniles et fermes, ces visages que rien ne distordait, monstre étrange et terrifiant d'âge mûr, Linda s'avança dans la pièce, souriant coquettement de son sourire brisé et décoloré, et roulant tout en marchant, d'un geste qu'elle croyait être une ondulation voluptueuse, ses hanches énormes. Bernard marchait à côté d'elle. « Le voilà, » dit-il, désignant le directeur. « Aviez-vous cru que je ne le reconnaîtrais pas ?»
demanda Linda avec indignation, puis se tournant vers le directeur. « Bien sûr que je t'ai reconnu, Thomas Keane. Je t'aurais reconnu n'importe où, entre mille. Mais peut-être m'as-tu oublié, toi. Tu ne te rappelles pas? Tu ne te rappelles pas, Thomas Keane? Ta Linda. » Elle resta là à le regarder, la tête de côté, souriant toujours, mais d'un sourire qui, devant l'expression de dégoût pétrifié en laquelle se figeait le visage du directeur, perdait progressivement son assurance, d'un sourire qui chancelait et finit par s'éteindre. « Tu ne te rappelles pas, Thomas Keane ?» répéta-t-elle d'une voix qui tremblait. Ses yeux étaient angoissés, pénétrés d'une douleur atroce. Le visage pustulé et bouffi eut un frémissement grotesque en prenant le masque grimaçant de la souffrance extrême. « Thomas Keane !» Elle tendit les bras. Quelqu'un commença à ricaner. « Que signifie, commença le directeur, cette monstrueuse… »« Thomas Keane !» Elle s'élança en avant, traînant derrière elle sa couverture, lui jeta les bras autour du cou, se cacha la tête contre sa poitrine. Les rires fusèrent en hurlements que rien ne pouvait réprimer. « Cette monstrueuse farce !» glapit le directeur. Le visage empourpré, il essaya de se dégager de l'étreinte de Linda. Elle s'agrippa désespérément à lui. « Mais c'est moi, Linda! C'est moi, Linda !» Sa voix fut couverte par les rires. « Tu m'as fait avoir un bébé !» hurla-t-elle, dominant le tumulte. Il y eut un silence soudain et effarant. Les regards flottèrent, gênés, ne sachant où se diriger. Le directeur pâlit tout à coup, cessa de se débattre et resta là, les mains posées sur les poignets de Linda, écarquillant les yeux sur elle, horrifié. « Oui, un bébé, et c'est moi sa mère !» Elle lança cette obscénité tel un défi, dans le silence outragé, puis, se détachant soudain de lui, honteuse, honteuse, elle se couvrit les yeux de ses mains en sanglotant. « Ça n'a pas été de ma faute, hein. Thomas Keane, parce que j'ai toujours fait mes exercices malthusiens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Toujours. Je ne sais pas comment je… Si tu savais comme c'est affreux, Thomas Keane. Mais il m'a été d'un grand secours, malgré tout. » Se tournant vers la porte. « John !» cria-t-elle. « John !» John entra tout de suite, s'arrêta un instant dès qu'il eut franchi la porte, jeta un coup d'œil circulaire, puis traversa rapidement et silencieusement la pièce sur ses pieds chaussés de mocassins, tomba à genoux devant le directeur et dit d'une voix distincte : « Mon père !» Ce mot, car « père » n'était pas tant obscène en raison de la distance que ce terme impliquait par rapport aux secrets répugnants et immoraux de l'enfantement, que simplement grossier. C'était une inconvenance scatologique plutôt que pornographique. Ce mot, comiquement ordurier, provoqua un soulagement dans ce qui était devenu une tension absolument intolérable. Des rires éclatèrent, énormes, quasi hystériques, en rafales successives, comme s'ils n'allaient plus s'arrêter. « Mon père !» Et c'était le directeur. « Mon père !»« Oh Ford, oh Ford !» Cela c'était véritablement par trop énorme. Les hoquets et les tempêtes de rire se renouvelèrent. Les visages paraissaient être sur le point de voler en éclats. Les larmes ruisselaient. 6 nouveaux tubes de spermatozoïdes furent renversés. « Mon père !» Blême, les yeux hagards, le directeur jetait alentour des regards ébahis, souffrant le martyre de l'humiliation abasourdie. « Mon père !» Les rires, qui avaient semblé vouloir s'apaiser, éclatèrent de nouveau, plus vigoureux que jamais. Il se couvrit les oreilles de ses mains et se précipita hors de la pièce.